Bonsoir, au sommaire, le meilleur de clics avec les nuls, Florence Foresti, Chantal Goya, Ken Loach et Vincent Cassel, les points sur les i de Clément Viktorovitch et un pestacle d'Ahmed Sparrow. Jimo, tu valides? Je valide totalement. Eh ben regarde. Ouais, c'est parti. Chantal. Alors comment ça va ma Chantal? Je vais bien, je suis heureuse d'être là. Ben moi aussi. C'est que des jeunes, j'adore, c'est vivifiant. Bah comme vous. Mais je pensais tout à l'heure en rentrant ici, ça me faisait souvenir de quand on faisait les émissions avec les nuls, on avait une équipe de 18 à 25 ans. Ouais. Et c'est un petit peu ce que j'ai ressenti en rentrant, ça m'a, une belle bouffée Eh ben bienvenue chez les nuls. de jeunesse. Merci. Dominique, vous avez fondé avec Chantal Lobby, Bruno Carrette, Alain Chabat, les nuls en 1986. On regarde juste pour le plaisir. Bonsoir. Je suis A comme Alain Delon. Bonsoir. Je suis B comme Bruno Kremer. Bonsoir, je suis C comme Chantal Goya. Bonsoir, je suis D comme Dominique Farrugia. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Les caleçons et les maillots de bain. Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est bon de rire parfois? Non, c'était bon de rire. Non, c'était taré. C'est bon d'être con, quoi. C'était bon d'être très con, ouais. Surtout. C'était bon d'être très con et d'écrire des conneries et d'être payé pour ça. 1999 à cette heure-ci sur Canal+, Jamel Debbouze était avec Barry White. Oh. Comment vous dire? Je peux vous le dire en arabe, mais vous comprendriez pas de toute manière. Please, Mr. Barry White, can you be singing with me, please? Comment de toute façon, il comprend. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? S'il vous plaît, Monsieur Barry White, une chanson. LOL, t'es prêt? Et le micro. Ah oui, c'est vrai, il faut lui donner le micro, sinon ça marche pas. C'est mieux. T'es prêt, LOL? Lance la sauce. Un moment inoubliable. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Non. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes sorti du studio et que vous avez dit à quelqu'un qui n'a pas vu la télé, j'étais avec Barry White, sans passer pour un mytho? Mais je suis passé pour un mytho. Tu peux pas ne pas passer pour un mytho. En plus, je rentrais à Trappes, moi. J'arrivais là-bas au kebab, je dis, voilà, je sais ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait un duo avec Barry White. Et c'est là qu'on a commencé à me donner des pilules sans ordonnance. On a essayé de me soigner, tu vois. Et puis non, mais pire, il m'a rappelé chez moi pour me proposer de faire un avant-première. Barry White? Ouais. Il a rappelé à Trappes? Il a rappelé à Trappes. Mais non. Je te jure, pour son manager, il était lui Il a derrière. décroché? Parce qu'à l'époque, c'était les fixes. Mais non, mais oui, c'est moi qui ai débiché, j'étais chez WAM. C'est moi qui ai décroché, j'ai entendu son manager, et je savais qu'il y avait Barry derrière, parce qu'il disait yeah, it's true. Ils m'ont proposé de faire la première partie au Palais des Congrès, et malheureusement, il est parti avant. Mais C'était un moment incroyable. Ce qu'il y a derrière la question, c'est quand on démarre à nulle part ailleurs, qu'on est exposé comme ça et qu'on rentre après, on va où? On va à Trappes? On va à Trappes. C'est comment? Mais c'est là que c'est le plus jubilatoire, parce que là, les gens, ils kiffent vraiment, ils se rendent compte de ce que t'as fait, quoi. Et pour eux, c'est aller sur la Lune, quoi. Je rentrais de mon petit tour dans l'espace, et je venais de raconter aux copains. J'ai vu Neptune, j'ai vu Jupiter, j'ai vu Vénus. Non, mais franchement, c'était tellement incroyable que tu t'imagines ce que c'est, quoi. Rentrer chez toi et dire j'ai chanté avec Barry White ou j'ai fait une chronique avec Janet Jackson. C'était fou. C'est bizarre à dire. Pourquoi est-ce qu'on a cet attachement particulier à Canal+? Canal+, c'est une chaîne qui polarise, dans le bien comme dans les gens qui aiment faire du Canal+ bashing aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Canal+, c'est quelque chose qu'on a tous dans le cœur en vérité? Parce que derrière cette haine qu'on reçoit, il y a énormément d'amour, moi, c'est ce que je perçois. Ouais. Toi, t'es très gentil. Mais je suis pas aussi gentil que toi. Non, je pense qu'on est attaché à des choses qu'on a pu faire parce qu'on pouvait pas les faire ailleurs et que toi, tu continues à faire ici alors que tu les ferais pas ailleurs. Voilà. Moi, je pense à ça. Je suis pas un Canal+ mélancolique où c'était mieux avant. On a eu une grande chance de rencontrer André Rousselet,
de rencontrer Pierre Lescure, de rencontrer De Greff, qui était un vrai génie de la télé, tel qu'elle se faisait à l'époque. Ah oui. Michael. Alors, monsieur De Greff, ça vous fait rire, ça? Non, un peu. Vraiment? Eh bien, expliquez-nous. Expliquer. Oui, pourquoi c'est drôle? Michael, que le personnage lunaire et à la fin, elle encule un mouton. Oui, mais pourquoi c'est drôle? Parce que c'est de l'humour. Nous comprenons parfaitement. Mais pourquoi c'est drôle, l'humour? Il y a une situation vraie, c'est dramatique. On crée un personnage en décalage et ça encule un mouton. C'est l'humour, ça. Avec un chapeau plus évident. Ah oui, voilà. Là, c'est drôle. Juste avant la disparition d'Alain De Greff, je l'ai revu, bien sûr, plusieurs fois. Et une fois, il me disait, fatigué, mais il me dit, c'est quand même dingue avec tout ce que j'ai fait dans la vie. Parfois, je tombe sur des gens dans la rue qui me disent, encule un mouton. Le Groland, c'est un état dans l'état. Et c'est toujours sur Canal+. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, d'ailleurs, je voudrais remercier, mais c'est bien que tu aies remercié nos amis Alain Lescure, etc., André Rousselet, etc. Mais il y a aussi des gens qu'il ne faut pas oublier du tout dans cette histoire. C'est grâce à eux qu'on peut faire encore cette émission et ces émissions. C'est ceux qu'on appelle les abonnés de Canal. Parce que c'est pas parce que c'est des émissions en clair, on a l'impression qu'en clair, c'est la publicité qui paye les émissions. Mais non, c'est grâce à ces gens qui sont abonnés à Canal qu'on peut, nous, réussir à faire des émissions. Par exemple, Groland, ça n'a pas l'air, mais c'est de la fiction, en fait. C'est comme du cinéma, c'est une demi-heure de fiction toutes les semaines. Donc même si c'est pas l'émission la plus chère du PAF, comme on dit, il y a des gens, il y a des intermittents, il y a plein de gens qui travaillent. Il faut faire tous ces sketchs-là, il faut les fabriquer. Et c'est grâce à eux qu'on les fait depuis le début. Et en particulier, grâce aux Grolandais. Voilà, c'est eux que je voulais surtout saluer ce soir. Parce que, comme tu le dis, les Grolandais, c'est un état dans l'état. C'est absolument dingue. Moi, il se trouve que je peux, grâce aux Grolandais, je peux me balader dans n'importe quel village de France, faire des repérages pour des films, faire des sketchs absolument atroces, faire n'importe quoi. Il y a toujours un Grolandais qui est là pour nous accueillir, pour nous donner l'autorisation même. Mais c'est totalement imprévisible. Un Grolandais, ça peut être quelqu'un en bas de l'échelle comme quelqu'un tout en haut dans l'échelle. C'est ça qui est complètement dingue. Par exemple, dans notre film Le Grand Soir, il y a eu quelqu'un d'assez fou dans la chaîne de décision de Carrefour pour dire oui, alors qu'il y avait un suicide par le feu dans un hypermarché. Bah, tout le monde disait non, sauf un Grolandais qui dit non, d'accord, ok, c'est parti. Au début des années 80, Pierre Lescure, Alain De Greff vous explique qu'il trouve Méta Hurlant formidable et vous pourriez le faire à la télévision. L'émission s'appellera L'Impeccable. Ça sera diffusé dans Les Enfants du Rock sur Antenne 2 et c'est là que vous croisez Antoine Decaune. Regardez ça d'abord. Ça, c'est un punk, d'accord? Le punk, c'est un peu une espèce en voie de disparition. C'est des gens qui se reproduisent très très peu, sauf dans les concerts de temps en temps. Mais c'est des accidents. Hein. Le punk, en général, il hante l'asphalte des grandes villes. Il se nourrit exclusivement de bière et d'amphétamines. Surtout Capital, le punk n'écoute qu'une seule sorte de musique, le punk rock. Enfin, il faut que vous sachiez quelque chose de très important. Les punks ont des ennemis mortels, et ce sont les hippies. Tout simplement parce que les parents des punks étaient des hippies. Bah oui, mais enfin, quoi est-ce qu'on reconnaît un hippie? C'est très très simple. Par une musique relax, baba, calme, presque religieuse. Vivaldi. Tu vas la boucler, Jean-Pierre. J'en prends du rock. Ça, c'est une émission Noël qui s'appelait Embûche de Noël. On l'a tous joué. Et moi, mon meilleur souvenir, c'est quand on a fait Trois Mousquetaires, où il fallait d'ailleurs que Manœuvre saute du premier étage, et ça a posé des problèmes assez graves parce que il a hésité 10 minutes, c'est pas un cascadeur naturel. Et après, on s'est retrouvés en bas, là. Et là, il manque Jackie Jakubovic qui jouait Plancher. Et on était les Mousquetaires. Et j'avoue que ce moment-là précis, où on fait absolument n'importe quoi, et on nous dit « Ok, les gars, allez-y », waouh.
continuer. Ça s'est reproduit quelques années plus tard à Canal. c'est ça. La Je veux dire. à peu près la même configuration. C'était les prémices de ce qu'on a de Canal+. Hier, c'était dimanche, et dimanche, au Groenland, on fait rien comme des... Gros manches. Aujourd'hui, c'est lundi, et c'est l'heure des points sur les i. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, en effet, le leader de la France Insoumise, il était invité hier de France Inter dans l'émission Questions politiques. Alors, il a répondu à la question que personne ne se pose, à part l'ensemble des journalistes politiques, sera-t-il candidat en 2022 ? Vous serez, et Karine Bécard le rappelait dans son portrait, pour la 3e fois candidat en 2022, le dégagisme, il s'arrête à votre personne, à la France Insoumise ? D'abord, je n'ai jamais dit que je serais candidat. Je le dis pour nos auditeurs. Je n'ai jamais dit ça. J'évaluerai politiquement ce qui est le plus utile pour nous pour arriver à fracasser le front qui se dresse entre nous. Mais je vais vous dire une chose, voyez-vous, j'ai observé que ceux qui se présentaient 3 fois, parfois, aboutissaient à de beaux succès. De François Mitterrand et de Jacques Chirac. Donc le fait de se présenter à plusieurs reprises n'est pas toujours un handicap. Alors, en apparence, la réponse est claire. La décision n'est pas prise, elle n'est pas encore prise, circulée, il n'y a rien à voir. Et en même temps, il conclut sa séquence en disant « Le fait de se présenter à plusieurs reprises n'est pas toujours un handicap ». Cette petite phrase, c'est quelque chose de bien identifié, c'est un procédé très classique en rhétorique, on appelle ça une litote. La litote, c'est le fait de dire moins pour faire comprendre davantage. L'exemple le plus souvent cité, c'est celui du Cid de Corneille, dans lequel Chimène dit à Rodrigue « Va, je ne te hais point », évidemment pour dire « Va, je t'aime ». C'est donc une figure de l'implicite. C'est une manière de dire quelque chose ou plutôt de le faire comprendre sans l'avoir réellement prononcé. En l'occurrence, quand Jean-Luc Mélenchon nous dit « le fait de me présenter à plusieurs reprises n'est pas toujours un handicap », il signifie en réalité que ce serait sans doute une excellente idée. Bon, ça c'est une chose, mais ça ne nous aide pas à comprendre exactement ce qu'il voulait dire, donc il faut revoir la séquence. Il y a un petit mot qui passe inaperçu. Je n'ai jamais dit que je serais candidat. Mais je vais vous dire une chose, voyez-vous, j'ai observé que ceux qui se présentaient 3 fois, parfois, aboutissaient à de beaux succès. Je ne suis pas candidat, mais... Alors le « mais », il est intéressant en rhétorique, et il fait penser à une réflexion d'un rhétoricien pointu. En l'occurrence, ce rhétoricien pointu, c'est Benjen Stark, le frère de Ned Stark, premier patrouilleur de la garde de nuit dans Game of Thrones. Et Benjen Stark, il dit ceci. Listen, Benjen, may I call you Benjen? Call me what you like. I'm not sure what I've done to offend you. I have great admiration for the Night's Watch. I have great admiration for you as First Ranger. You know, my brother once told me that nothing someone says before the word but really counts. But I don't believe that giants and ghouls and white walkers are lurking beyond the wall. Alors ça, c'est intéressant. Parce que cette phrase de Benjen Stark, elle renvoie à quelque chose qu'on observe effectivement dans la rhétorique du quotidien. Et c'est ce que moi j'aurais tendance à appeler la primauté de la nuance. La primauté de la nuance, ça consiste à déguiser son idée principale, à déguiser ce qu'on pense vraiment sous la forme d'une petite nuance qu'on va mettre après un « mais ». Ça donne des phrases un peu agaçantes du style « Oui, elle est sympa ta veste, elle te va bien ». Mais quand même, le bordeaux rouge, est-ce que ça ferait pas un peu rideau ? C'est une manière de faire passer une critique. Bon. Il y a des chances qu'ici, on soit dans le même cas. Ce qui est important dans la réponse de Mélenchon, c'est ce qui vient après le « mais ». Donc si on résume, on a une litote, on a la primauté de la nuance, on peut brancher le décrypteur. Et ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ça donne quelque chose comme « je ne me déclare pas officiellement, mais j'ai quand même bien l'intention d'être candidat », ce qui évidemment est tout de suite beaucoup plus clair. Merci Clément. J'enculais peut-être des moutons, mais j'en connais un qui encule les mouches. Avec efficacité. Ah, oui. Ici, on a un professeur de rhétorique qui analyse les mots, mais bien avant, Éric Ramsey le faisait. On a retrouvé les mots, avec les t-shirts serrés et tout. Oh. Le mot de ce soir est... Pilosité. Non, en français, Eric, regarde. Pilosité. P-I-L-O-S-I-T. Pilosité. Très bien prononcé. Comment c'est la définition? Monsieur, j'ai dit c'est pas des Français. C'est très facile, Eric. Pour expliquer pilosité, pour cela, mettons-nous en situation. La situation, Eric, nous sommes un couple. Hein, ça va, ma chérie? Très bien. Tu vas bien? Allez, je vais travailler. Salut. Salut, ma chérie. Allô, chérie? Oui?
Dis donc, je suis au bureau là, je pourrais pas rentrer très tôt parce que je vais aller au salon de beauté. Ah bon, écoute, d'accord, mais sois de retour pour 20h. Ah, je sais pas parce qu'on va m'enlever tous les poils des bras et tous les poils des jambes. Non, il faut vraiment que tu sois revenu pour les infos. D'accord, mais je sais pas si je rentrerai parce que je vais aussi m'enlever les poils des cheveux. Je t'en supplie, ma chérie, rentre pour les infos, je veux pas être tout seul. D'accord, ça marche. Salut chérie, ça y est, je suis rentré. Quelle heure il est 20h. Je suis donc arrivé pile au JT. Pour les nouvelles. Pile poil. Nous ne voyons pas d'autre explication. Ça fait mal, hein. C'est dur. C'est dur, hein. Comme quoi on évolue en humour. Ben, c'est ce qu'on voulait dire. Je suis très touché par les deux enfants qu'on était quand même. C'était il y a 23 ans, 22 ans, ça. Une des séries françaises les plus drôles s'appelle Platane. Elle est réalisée par Éric Judor. On regarde un extrait avec Ramzy Bedia. Tu sais ce qu'on va faire cet après-midi? Non. On va rentrer, on va s'habiller, on va se marier et on va danser. Parce que j'adore danser. Ouais. Y'a que ça qui compte. Faux! Tout ce qui compte, c'est la vérité. Eh, salut Ramzy. Ça va, Eric? Ça va, t'as la pêche? Ça va, super. Ouais. On vit sur un énorme mensonge tous les deux, tu le sais très bien. Et moi, j'en peux plus. Libère-toi ou libère-moi au moins. C'est ça ta priorité. Faux! La priorité, c'est l'oseille, frère. Salut Flex. Ça va? Ouais. Là où t'es, t'as un super plan. Tu vois l'épicerie toute claquée, là? Avec la pub que tu déchires? Ouais, c'est super que vous soyez tous là, en tout cas. Bah, j'ai plaisir. Hein. J'étais à côté. Ah ouais, d'accord. On continue? La cabine téléphonique? Ouais. Ouais. Bah, c'est un Warren G, mon gars. Le rappeur, il était peintre? Ouais. Andy Warhol G, l'albinos. Ah, Andy Warhol. C'est un Warhol. Mais t'as raison, il fait des collages. Exact. Oh, putain. Ouais, et ton épicier s'en balèque de ce truc. Donc ramène-le parce que ça coûte un bras. Ça, vraiment, ça, je suis dégoûté qu'on signe pas ça à deux. Parce que je l'ai vu et c'est vraiment très drôle. Ça me fait bizarre de ne pas co-signer ça avec... Mettez-vous au travail, en fait. Ah, mais on y est au travail, Ouais. ça y est, on a fait une petite pause et on a C'est quoi parce que je vois que ça prend des cafés sur les réseaux sociaux, mais je vois pas de travail, là. Je vois pas de... Non, on est en train de discuter, on va refaire un film peut-être avec Jamel, Eric et moi. La réunion? Oui, tous les trois, oui. Après, à la 2? Non, là, que tous les trois. Que tous les... Que tous les trois. Calme-toi, reste tranquille. J'ai rien dit. Reste tranquille. J'ai rien dit, frère. C'est toi qui... Lève pas les mains. Parce que ça... Ça va, comme ça, c'est bon? Oui, d'accord. J'ai rien? On peut regarder H? Pour le plaisir? D'accord. Allez, on regarde H. Dernière phase du hold-up. Dans un hold-up, on s'appelle jamais par son vrai prénom. Jamais de la vie. Jamais, au grand Dieu, jamais. Tu vas réfléchir à un prénom. Qu'est-ce que tu fais? Attends, il faut que je les mélange tous pour pas que je... Patrick. Très bien, Patrick. Dorénavant, tu t'appelleras Patrick. Moi, j'ai choisi un nom composé. Kevin Lilian. Aimé, qu'est-ce que t'as choisi? Moi, j'ai pensé à... 8 ans. Pourquoi il nous a balancé, Ramzy? De toute façon, c'est une balance. On avait dit qu'on le disait à personne. Écoute, on a très très envie de retravailler ensemble, on s'adore, on rit comme des connards à chaque fois qu'on se retrouve et on a une idée à la minute. Oui, c'est sûr et certain qu'on fera quelque chose ensemble. Maintenant, il faut qu'on se mette d'accord sur le sujet. Vous avez toujours pas trouvé? Non. Mais c'est Ramzy qui bloque. Il veut absolument faire un porno halal. Franchement... Est-ce qu'on peut se faire un petit kiff? Un petit kiff ensemble, un petit plaisir. Ouais. J'aimerais qu'on regarde les petites annonces. J'aimerais regarder la bagarre. Ah, la bagarre. Ok, avec plaisir. Bon, vu le volume musculaire, pas besoin de dire qu'on est de la Sécu. Hein, on a créé une société de gardiennage spécialisée dans la bagarre, la sécurité rapprochée des personnes et des biens. Tous les deux, je dirais, on forme le trio idéal, hein, tant en efficacité qu'en rapidité. Hein. Nous avons, je dirais, officié dans des établissements de nuit. Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est la bagarre, l'ordre et les petits cubes. Enfin, ça, c'est autre chose. Disons, je dirais, dans cette profession, on a une certaine philatélie du métier. Pour nous, ce n'est pas seulement la bagarre. C'est aussi la communication. Donc, si vous avez besoin de la bagarre, nos services, veuillez nous contacter. La bagarre. Et Miss Céline, est-ce que vous êtes au courant
que Booba et Caris ont rendu à nouveau populaire ce sketch. Mais ouais, je sais que Booba, il l'a posté sur son Insta. Et je veux pas... Non, rien. Oui. Non, mais il y a quelqu'un de connu, mais je peux pas dire qui. C'était Franck Dubosc. Non, qui s'est tatoué à la cheville la bagarre. Tellement il a regardé ce sketch. Donc c'est un homme. C'est un homme, ouais. D'autres indices? Non, non, mais je sais pas si je peux le dire, mais bon, voilà. Bah, mais bref, oui, c'est vrai que il y a des petites annonces qui on sont dit tout cultes. ici. Non, c'est bon. Non, mais tu le couperas, c'est pas grave. C'est qui? Mais non, mais tu vas le couper. Ben non. Non, mais tu vas le filmer là. Mais non. T'es sûr? Tu me le jures? Je veux savoir si t'es vraiment un ami. Hein. Ah non, mais si je le couperai pas. Ah ben voilà, donc tu n'es pas vraiment un ami. Non. Mais non. Ouais. Pas mal, hein, le truc. Jeff Panaclock. Sans déconner. Incroyable. Mais sur la cheville de sa marionnette? Ta gueule. C'est sur sa main. C'est pas grave, laisse tomber. Donc Eh ben oui, voilà. C'est bien. Jeff Panaclock. C'est dingue. Jeff Panaclock, c'est que tatouer la bagarre. L'émission des Tu viens de révélations. me le dire. Épilogue. Pourquoi épilogue? C'est pas la fin, Florence. C'était une longue histoire. Non, ce spectacle était censé être la fin de quelque chose, en tout cas la fin d'une œuvre qui devait avoir lieu avant, qui n'a pas eu lieu, donc ça va être dans le désordre, mais il y aura peut-être un prologue à cet épilogue. Vous comprendrez C'est un plus fort jour que Star peut-être. Wars, en fait. Ouais, c'est mon C'est préquel de Voilà, c'est ça. On fait d'abord l'épisode 6. spin-off, voilà. Non, c'était aussi une manière de jouer avec un tout petit peu avec les mots, parce que épiloguer, ça veut dire vraiment critiquer et parler longtemps pour rien dire. Et le stand-up, ça ressemble aussi un peu à ça. C'est pas qu'on dit rien, mais c'est quand même un long monologue qu'on impose, entre guillemets, à nos interlocuteurs. Voilà. Le stand-up, beaucoup de comiques américains le définissent comme l'art de la vérité. Ouais. Et épilogue, pour moi en tout cas, c'est le spectacle le plus dur et le plus vrai. Des miens, tu veux dire? Ouais. Ah bon? Oui, je vieillis, oui. alors je vieillis, alors ma parole se libère un peu. C'est ça. C'est-à-dire qu'on en a un peu plus rien à foutre en vieillissant. C'est Donc c'est vrai que c'est peut-être le plus vrai, le plus sans filtre de tout ce que j'ai toujours un peu raconté, ouais. On regarde un petit extrait? Ouais. Allez. Si, je suis trop vieille. Quand je cherche ma date de naissance sur Internet, je fais beaucoup trop de tours sur les rouleaux. Je veux dire, je suis pas idiote. Mais ça n'en finit pas, putain! Je suis au bout, là! Et pourtant, putain, je le sais que je suis vieille. Alors le premier, je peux vous dire, je prends de l'élan. Et ben même avec l'élan, vous savez où j'arrive? Tikako, kakikakakako. 1998. Il y a des gens qui sont nés en 98? Mais qui crèvent! On peut pas être né en 98, on était sur les Champs-Élysées! Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'humoristes, jamais eu autant de stand-up, tout le monde se lance. Comment est-ce que vous la voyez venir, la nouvelle génération? Moi, je trouve ça positif parce qu'il y aura toujours. Je pense qu'il y a toujours le meilleur qui ressort et le public finit toujours par choisir ses idoles. Et en général, ils choisissent bien. Enfin, je veux dire, il faut être en phase avec son époque, il faut avoir du talent, et aussi être curieux, être humble. Et ces gens-là, de toute façon, finissent toujours par éclore. Donc, qu'il y ait beaucoup de gens, c'est super pour tout le monde. Je pense que d'abord, s'il y a du public pour tout le monde, pourquoi s'en priver? Et en plus, je pense que les gens qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont un talent fou, ils finissent toujours par émerger. Homme, femme, c'est un programme qu'Hakim Gemili, à côté de vous, fait tous les soirs avec sa femme Fadili Camara. Que je connais. Voilà. Hakim, est-ce que tu peux pitcher? Il y a quand même des trucs que je connais, dont sa femme. C'est vrai qu'il connaît bien Fadili. Non, j'exagère pas. Oui, non, mais pas non plus de ouf. Mais Alors, c'est quoi, pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas, par exemple? Un chef, c'est l'amour de deux personnes qui s'expriment sur des sujets d'actualité. Voilà. Tu verras, on n'est pas souvent en accord. Là, je ne sais pas c'est quel épisode que tu vas diffuser, mais on n'est souvent pas très en accord. Mais c'est un truc un peu moderne sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, Michel. C'est la lithothérapie. T'as entendu parler de la lithothérapie? Vous en avez entendu parler de ça? À chaque fois, elle sort des trucs de ouf, la lithothérapie. Tu sais quoi, je vais essayer de deviner, parce que je suis sûr que c'est tout naze. Alors, je sais pas, litho, ça doit venir d'un latin. Voilà, les litres, se soigner en lisant des livres. Presque ça. Ah, tu vois, je suis malin. Je t'explique. Litho, pierre. Thérapie, se soigner. Se soigner avec des pierres. Mais n'importe
N'importe quoi, je savais que c'était tout naze, se soigner avec des pierres, Fadi. Donc on soigne comment avec une pierre? Mais non, mais- Je prends une pierre, je la mets sous ma langue, elle fond? Ou alors je me la mets en support dans le huc? Mais non, mais c'est sérieux. Faut arrêter là, non, stop. L'énergie des pierres, vous rentrez en contact avec ton énergie pour que tu ailles mieux, tu comprends? On est là aussi pour Fadi, vous donc apprendre c'est des comment choses. on va parler aux pierres maintenant pour se soigner? Ah oui, pourquoi je pas t'ai pas dit ce soir, je vois un silex, je l'ai rencontré il y a 2 semaines sur Tine Pierre. Arrête de t'énerver. Non, c'est énervant. Les pierres rentrent en contact avec toi. Elles s'imprègnent de ton énergie. Elles s'imprègnent de tes émotions. Elles rentrent à l'intérieur pour que tu ailles mieux. C'est spirituel. Fadili, c'était quoi le truc violet qui dépassait de ton coussin il y a 2 jours là? C'est une améthyste. C'est pour que je dorme beaucoup mieux. Bon, moi, franchement, je dors bien. Toi, c'est un peu chaud, mais moi, ça va. Mais frère, elle fait quoi la pierre? Elle t'achète une berceuse? Arrêtez avec vos conneries de pierre, allez voir des médecins. Des cailloux, il y en a par terre. J'y vais, je me les frotte sur le tard et je suis guéri. C'est bon, t'es pas obligé de crier. C'est énervant. Eh ben oui, c'est toi Tout qui le temps, énerve. des Oh là trucs. là, il me Moi, faut- je me soigne avec il faut des des pierres, pierres. je me soigne avec des caddies. Arrêtez vos conneries, frère, maintenant, là. Ça suffit, maintenant. On est obligé de t'énerver à chaque fois, là, c'est bon. Calme-toi, mon gars. Vas-y, tu sais ce qu'on va faire, en fait, j'ai une idée, c'est ça. On va aller vivre dans une grotte directement. Ça te va, ça? Comme ça, tu pourras habiter dans un caillou. Voilà, on n'aura plus besoin de payer 1 200 € par mois pour avoir du chauffage. Non, mais attends, en vrai, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Vas-y, je rigole, Zebbi. Je rigolais. C'est super marrant, Kim, quand tu es étudiant, tu te produis dans des bars, des restaurants à Strasbourg. Ouais. Tu arrives à Paris, Cours-Florent, tu Ouais. multiplies les petits boulots. En Ouais. rodant un numéro, tu te présentes sur des petites scènes et à l'époque, tu étais payé au chapeau. Ouais, au Vous chapeau. avez connu ça, Michel? Nous, on faisait un peu, on faisait la quête des fois. On avait fait un truc dans le premier café-théâtre, on s'habillait en Krishna, et pour faire venir les gens, on faisait tout le tour du quartier de l'Odéon en chantant Hare Krishna, Hare Krishna. Maintenant, on serait sûrement cassé la gueule par quelqu'un, d'ailleurs. Et voilà, pour faire venir les gens, en disant, on joue là. C'était, je sais pas pourquoi ça, on trouvait ça drôle, on devait être les seuls, d'ailleurs. Vous avez un autre point commun tous les deux, c'est que tous les deux, vous faites partie de bandes qui ont été, qui sont et qui seront pour Hakim les patrons de l'humour. Aujourd'hui, quand on voit la bande du Splendide qui se déguisait à l'époque en Hare Krishna et qui était en galère. Et je présente mes excuses à Krishna. Voilà. Il est trop tard. Quand même. Et aujourd'hui, quand on voit l'entourage d'Hakim Gemili, c'est assez conséquent. Il y a Roman Fressinet, Fadili Camara, C'est ça. il y a Fari. Ouais. Et qui, en fait? Bah ouais, c'est ça. Il y a toi aussi, Mouloud? Non. Il y a, ouais, c'est vrai que c'est entre guillemets, c'est ma clique, hein, on peut dire ça comme ça. En fait, le Splendide, etc., comme je le dis souvent, c'est un peu nos ancêtres. C'est-à-dire que même nous, on s'est inspiré de... Non, mais Michel, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. En fait, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Des ancêtres, en général, ne sont pas forcément là. Oui. Vivants. Là, lui, il est là. Tu vois, pour le coup, c'est magnifique d'avoir un ancêtre vivant sur place. Hein, c'est beau. Il s'accroche. Même dans cet état-là, Il est là. Donc ouais, on s'est inspiré d'eux. Aujourd'hui, si on en est là aussi, c'est un peu aussi grâce au travail qu'ils ont commencé à effectuer dès le départ. Donc ça, c'est un gros point commun, c'est vrai. Est-ce que le collectif, c'est quelque chose qui aide artistiquement, qui remet en question, qui bouscule? Au début, oui. Parce qu'il n'y a rien de pire que de débuter seul. Quand on a des doutes, on est seul face à ses doutes. Quand on est 6, il y en a toujours un qui sort une connerie ou un machin, puis on se marre, et puis ça passe, quoi. Les bronzés font du ski ont 40 ans. Est-il besoin de rappeler le casting? Si je m'en souviens, je peux vous aider. Non, je pense que c'est pas utile. Enfin bon, c'est les 6 de base du Splendide. L'ermite, non, les femmes d'abord. Josiane Balasco, Marianne Chazelle, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Clavier et Gérard Jugnot. Le film sort le 21 novembre 1979. À l'époque, ça n'a pas été un gros succès. 1,5 million d'entrées, ce qui est quand même beaucoup aujourd'hui. Oui, mais parce que c'était les entrées de l'époque. Le film, quand on le voit, on se dit que ça va être un succès populaire. Est-ce que vous l'étiez dit en montage? Vous étiez dit, là, je tiens une bombe? Non, c'est pas dit qu'on tenait une bombe. La seule chose que je me disais, c'était que le film allait être très drôle. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce, sur un malentendu, ça peut marcher. Je me la dis tout le temps, moi. Bah oui. Mais oui. Ça aide vachement, parce que il faut... Ce que je veux dire, c'est que la leçon de ça, c'est si on part perdant, il n'y a pas de danger qu'on arrive gagnant. Et le nombre de fois, où je rencontre des jeunes gens, des gens qui disent « Ah non, mais non, je ne vais pas le faire, non, je ne vais pas y arriver, ça, pas... » Mais il faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut toujours y croire. Et parfois, sur un malentendu ou pas, ça peut marcher. Costa Gavras, vous êtes le président de la Cinémathèque française. Et juste en dessous, il y a écrit Cinéméthèque. Est-ce que ça vous va, Cinéméthèque? Ben oui. Méthèque, en grec ancien, ça veut dire quelqu'un qui habite un autre pays que le sien. Là où il est né, voilà. Métikos, on dit. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu presque une insulte. Moi, je pense que... Il faut l'assumer avec fierté. Ben évidemment. On est tous métèques ce soir. Vous avez dit l'âme du cinéma est française. C'est vrai. Parce que le cinéma est né ici.
Pourquoi? Parce qu'il y avait avant des projections dans des boîtes comme ça, musique, on mettait une pièce et puis on voyait toutes sortes de choses. Et puis les Français, pour la première fois, ont décidé de le montrer face au public. Première projection, 17 personnes. Deuxième projection, 300 personnes. Et depuis, des milliards de personnes. Dans le monde entier, ils voient du cinéma. 1965, Jean-Luc Godard vous choisit comme héroïne de son film masculin-féminin, aux côtés de Marlène Jobert, Jean-Pierre Léaud et Brigitte Bardot. Vous y incarnez Madeleine, une jeune chanteuse. Il a été interdit au moins de 18 ans parce que vous y parliez d'avortement. Oui. Et je me souviens que dans tout Paris, il y avait des grandes affiches sur le magazine, le journal Candide, qui était un journal très intello. Et en première page, c'était ma tête. Il y avait marqué « Ces horribles petites Françaises sont-elles vos filles ?» Alors moi, je passais avec ma voiture. J'avais à l'époque une petite Austin et j'arrachais toutes les affiches dans les rues. Je descendais, je vais clac, 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 hop, j'arrachais, je les mettais dans le coffre. Je voulais pas que mes parents voient ça, surtout. Mais j'avais dit à la télé, franchement, ce film aurait dû être permis aux jeunes de 18 ans et interdit aux parents. Très bien, déjà, Chantal. j'avais un sacré caractère. Hein. Ben voilà, c'est ça. Chantal, elle vient de Tarbes, elle se laisse pas faire. C'est vrai. Et en 67, vous déclinez une proposition d'Alfred Hitchcock. Oui. Ben oui, parce qu'il m'appelle. Bon, mais il est formidable, Hitchcock, c'est un grand, grand metteur en scène. Mais moi, j'étais enceinte. Alors, comment je fais? Je vais pas être maman, tourner. Oh, non, non. J'ai dit chaque chose en son temps. Pour l'instant, je suis à la maison. J'en ai un plus petit, j'en attends un deuxième. Donc, écoutez, vous devriez prendre une copine à moi qui est vachement bien. C'est Claude Jade. Alors, mon agent, il me dit, mais on dit pas des choses pareilles, on présente pas les copines. Je dis, ah, ben moi, je savais pas. Moi, mais je si, on fait croquer la famille, Chantal. Voilà. Vous avez raison. On peut regarder un truc chelou. Ouais. C'était votre première télé. Ouais. Je vous promets, c'est vraiment bizarre. C'était le 7 avril 1976. Dans l'émission 1 sur 5. C'était présenté par Patrice Laffont. On regarde. Le problème dans l'hypnose, c'est qu'on ne peut pas endormir n'importe qui. Il y a des bons et des mauvais sujets. Je souhaite pour Laurent qu'il soit un bon sujet. Dès l'instant qu'il est bon sujet, je l'envoie où il veut et où que ce soit. Et il y sera, il pourra vous le raconter après. Tu t'endors de plus en plus. Moi, je te projette au pays du fantastique, je te projette précisément et pourquoi pas au royaume des records fantastiques. Et là, tu vois les choses les plus extraordinaires qui se passent réellement. Et pour une fois, la réalité dépasse le rêve, dépasse la fiction. Alors, pourquoi vous êtes retrouvé avec un mec qui a une barbe géante et un pic dans la barbe? Parce que j'étais figurant. Et j'étais un crevard dans ma chambre de bonne et j'avais pas beaucoup de dates. Et cette figuration-là, personne ne voulait la faire parce qu'on ne voit pas tout le sujet, mais à un moment donné, il fallait être sur les épaules d'un funambuliste qui marchait sur un fil avec des épées attachées à chaque cheville et il avait les yeux bandés et c'était à 12 mètres Donc personne n'a voulu le faire et c'était payé, je m'en souviens encore, c'était payé 500 balles. C'est-à-dire que pour moi, c'était 3 mois de frigo rempli, quoi. Parce que dans le livre, il y a la définition de figurant dans le dictionnaire et vous dites figurant, acteur qui, à défaut de crever l'écran, crève de faim. Ouais. Bah, c'est du vécu, ouais. Ouais, moi, quand j'avais une date, j'étais content, quoi. J'étais content et ça tombait pas souvent. Lorsqu'on devient acteur alors que c'était pas prévu au programme, parce que pour les beaux gosses, c'est un casting sauvage qui a été passé quand vous étiez à la cantine, est-ce qu'on devient acteur, qu'on commence à tourner, le choix devient une obligation? Parce qu'après Victoria, par exemple, vous n'avez pas tourné pendant 1 an. Ouais, mais parce qu'on ne me proposait rien que j'aimais, donc j'ai préféré attendre. Oui, en fait, c'est même la seule chose qu'il y a à faire pour moi, un acteur, c'est choisir les films qu'il a envie de faire. En tout cas, que ça reflète ses goûts, quoi, parce que sinon, l'intérêt d'être acteur, pour moi, en tout cas artistiquement, c'est essayer de faire des films qui me plaisent à moi au moins. Sinon, mais c'est super dur pour un acteur d'arriver à ce stade, de pouvoir choisir, parce que la majorité des acteurs, ils galèrent. Ça, bien sûr, ça, il faut déjà être suffisamment chanceux pour qu'on vous offre des films. C'est d'ailleurs ça qui est compliqué, des fois, ça vient pas. Hein. C'est pour ça que j'ai attendu pendant 1 an et demi à un moment donné, parce qu'on me proposait rien qui me plaisait, quoi. Et c'est quoi l'archétype de rôle qu'on propose à Vincent Lacoste? Après, moi, on me proposait beaucoup d'ados qui se branlaient la nouille. Franchement, j'en ai fait pendant quelques années. Mais surtout, ce personnage des beaux gosses, il est diamétralement opposé de Vincent Lacoste dans la vie. Le vrai Vincent Lacoste... Qu'est-ce que vous en savez? Je le sais. Le vrai Vincent Lacoste, il écoute Bob Dylan, il est hypersensible, il lit tout le temps. Il est fidèle. Il lit plus tant que ça. Hein, mais... Il lit des scénars, en tout cas. Ouais, il lit des scénarios, ouais, c'est ça. Freddy, tu fais quoi, s'il te plaît? Depuis tout à l'heure, t'es tout droit, on dirait un feu rouge. Je fais du présentéisme. Du quoi? C'est quoi ça? Présentéisme. C'est de l'absentéisme, sauf que t'es là.
Donc ça, c'est le sujet de l'épisode, là? Ça casse les couilles, voilà, vite, j'en peux plus. Moi, tes sujets, je comprends rien. En plus, c'est habillé comme un cochon, je deviens fou, moi. Bon, Fadi, explique-nous, c'est quoi le truc du présentéisme, là, qu'on en finisse? Parce que ça a l'air nul. En fait, le présentéisme, c'est quand t'arrives tôt et que tu pars tard du bureau, mais juste pour bien te faire voir auprès de ton boss. C'est le truc des lèche-culs, quoi. Oui, mais justement, en France, c'est pour ça, on est très très fort. On est genre vraiment des champions. Ah bah oui, je te confirme. Moi, à l'époque, au collège, une semaine avant le conseil de classe, bah je venais. Avant, je venais hop, hein. C'était juste pour qu'ils connaissent mon nom. Ouais, mais bon, après, tu vois, le bon côté du présentéisme, c'est qu'au moins, ça t'évite d'entendre cette vanne relou qui m'énerve, là, quand tu pars à 18h. Oh, tu pars déjà? T'as pris ton après-midi? C'est vrai que c'est quand même marrant. Ça a rien Attends, de du marrant. coup, ça veut dire qu'il y a des gens en France, quand ils ont fini leur travail, et ben en fait, ils restent. Ouais, on reste et on fait semblant de bosser. Tu vois, par exemple, moi, j'ai une petite astuce. Sur mon écran, je mets Netflix, je mets un clavier, juste je fais les petits bruits, tu vois, pour qu'il y ait une ambiance. Tu vois, je prends un petit écran, le canal, avec un petit clavier, je fais les bruits d'ambiance, genre clac, 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 je fais semblant de réfléchir et tout, genre, ouais, je vois le délire. J'adore ma canal. C'est quoi déjà? C'est vraiment la meilleure plateforme. Vas-y, on y va. Fadi, c'est bon, tu m'as convaincu, je reste là, moi. Je reste au boulot ce soir. Regarde, Mouloud, je gratte de la SACEM. Coupez pas, hein. C'est un maximum de secondes en plus. Moi, ça me paiera mes vacances à Tunis. L'année dernière, vous avez reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes pour votre film Une affaire de famille, qui est disponible sur MyCanal. On regarde ce moment ensemble. Et la Palme d'Or cette année est attribuée Le film met en scène une famille à singulière une vivant de affaire petits larcins famille. qui recueillent une petite fille battue et livrée à elle-même. Ce chef-d'œuvre de délicatesse marquait la 5e participation à la compétition cannoise de Koreeda, qui avait déjà obtenu un prix du jury en 2013 pour Tel père, tel fils. Il s'agit aussi de la 5e Palme d'Or japonaise. Monsieur Sissako. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'un réalisateur, une Palme d'Or? Au Japon, quand je me promène, on m'interpelle. On comprend d'où vient votre obsession pour la famille, l'importance des enfants et de leur regard. Quand on voit des films comme Une affaire de famille ou Nobody Knows, votre mère était quelqu'un qui travaillait beaucoup pour ses enfants, qui ne voulait pas que vous soyez pauvre. Vous faites une faculté de lettres, mais vous n'arrivez pas du tout à vous intéresser aux cours. Vous dites que vous ne possédiez pas les codes culturels requis et vous préférez aller au cinéma. Et en fait, vous avez appris le cinéma en allant au cinéma. Est-ce que la meilleure école pour faire du cinéma, c'est de ne pas aller voir tous les films possibles? その時には映画だってなんとなく思い込んじゃったんですよね。 À ce moment-là, je pensais que le cinéma était très important. Donc j'avais 18 ans, 19 ans. まあ最初はただの Donc 趣味でした。 au départ, simplement, c'était un passe-temps. ものでしたけども、 Bah, これを仕事にしたいなと et 思って。 puis j'ai commencé à penser que si je pouvais faire de cinéma mon métier. Et puis je me rends compte maintenant, ça fait 40 ans maintenant que je fais ce métier. Quand vous étiez en Grèce, votre mère disait à votre père, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il parte d'ici, en parlant de la Grèce. Vous êtes arrivé, vous avez commencé en tant qu'assistant réalisateur. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui a envie de faire du cinéma, vous, que le cinéma a sauvé? Écoutez, moi, je ne vais pas donner des conseils, mais je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est avoir la passion d'abord. Parce que le cinéma, ça paraît comme ça à l'extérieur, on est à la télévision, on vous parle, c'est très facile. Non, c'est très, très difficile. Très difficile, avoir la passion d'abord, et aussi avoir la patience. Voilà. Et faire des études, connaître, et pour savoir ce qu'on veut dire, et pourquoi le dire, et comment le dire. Qui est Ladjli? Alors Ladjli, vous avez 39 ans, vous êtes né à Paris mais vous avez grandi de l'autre côté du périph', en Seine-Saint-Denis, Montfermeil, Cité des Bosquets. Vos parents sont les premiers Maliens à s'installer dans le quartier et vous dites que vous y avez eu la meilleure des enfances. Une enfance marquée par des rencontres. Au centre aéré, d'abord, vous rencontrez un certain Kim Chapiron, fils de Kiki Picasso, peintre, graphiste, star du collectif punk Bazooka. Lui habite à Paris mais ses grands-parents sont dans une cité voisine, à la Lorette. Et puis arrive le fameux collectif Courtrajmé, créé à l'âge de 14 ans par Kim Chapiron et Romain Gavras, fils du réalisateur Costa Gavras. Et je vous cite Ladjli, les Bosquets, c'était notre studio à ciel ouvert, les décors, les figurants, tout y est.
Et les acteurs aussi, puisqu'en 2004, vous tournez dans Chétane de Kim Chapiron. Vous jouez une scène d'amour avec Leila Bekti, première expérience à l'écran pour l'actrice. Sauf que cette scène d'amour, ce sera un petit peu la fin de votre carrière d'acteur. Vous décidez que votre place, finalement, elle est derrière la caméra. À la même période que le tournage de Chétane, les banlieues commencent à s'embraser et à Montfermeil, vous devenez l'homme à la caméra. Et puis enfin, 2008, c'est une année marquante pour vous. C'est l'année où vous êtes témoin d'une bavure policière. Abdoulaye Fofana, un habitant de la cité des Bosquets, est frappé à plusieurs reprises par des policiers. Vous filmez cette scène, là je lis. Un sénateur UMP de Seine-Saint-Denis parlera de vous comme d'un apprenti Spielberg. C'est cette bavure policière qui est à l'origine des Misérables. C'est quoi le pitch des Misérables? C'est Pento, c'est un jeune bleu, un jeune policier qui débarque de Cherbourg et qui va débarquer en Seine-Saint-Denis, à Montfermeil plus précisément, et qui va faire la rencontre de ses deux collègues, Chris et Guada, qui ont des méthodes plutôt particulières, et ça va être sa première journée dans cet univers qu'il va découvrir. Le film a fait le tour de France, et pas seulement des banlieues, comme on pourrait le croire. Non. Vous êtes allé voir les campagnes, vous êtes allé voir les villages, vous êtes allé voir ce qu'on appelle la France périphérique. Pour vous, c'était important de dire que le film, en fait, c'est pas adressé uniquement aux banlieues, mais à toute la France? Bien sûr, bien au contraire, c'est un film que j'estime patriote, c'est un film qui parle de la France, de cette nouvelle France multiculturelle, mais pas que. Et oui, ça concerne effectivement les banlieues, mais aussi les zones rurales, les campagnes, et c'est important de se dire que voilà, le combat, il concerne tous les Français, et c'est un film qui va avant tout rassembler. Comment vous avez réussi à persuader l'un des plus grands réalisateurs du monde de venir faire un film en France, et en français, alors qu'il ne parle pas le français? Alors ça fait quand même quelques années, ça fait une douzaine d'années. J'avais vu Nobody Knows et on a déjeuné ensemble et j'aimais son calme, sa douceur, son regard velours et une sorte d'écoute tranquille qui fait du bien. On a tous envie de le pécho là maintenant. Et je me suis dit, partager un film avec lui, ça doit être un bonheur et je ne me suis pas trompée. On regarde un extrait, La vérité. C'est quoi ça, maman? Maman, tu te fiches du monde, là, hein? Moi, j'ai du mal à voir où est la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école et la voir arriver vers moi en courant me mettait en joie. Lumière était toujours l'une des premières à sortir et nous rentrions à la maison, main dans la main. Elle me racontait alors sa journée dans les moindres détails, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Les seuls qui venaient me chercher à l'école, c'était papa ou Luc. Je me barre là pas pour le plaisir, là, tu vois, j'apprends mon texte. Non mais je rêve, t'as mis des post-it? Mais quoi, mais tu prépares, tu fais une recherche sur moi, tu prépares un examen en Fabienne, hein, première année, deuxième année, n'importe quoi. Je suis actrice, hein, je peux quand même pas raconter la vérité toute nue. C'est la première fois, Juliette Binoche, que vous jouez avec Catherine Deneuve, qui joue votre maman dans le film. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec Catherine Deneuve? Vous savez qu'il faut trouver un moyen de s'approcher, d'être intime. Et c'est pas évident parce que là, le vouvoiement plus facile que le tutoiement, et moi, c'est le contraire. Mais je me suis dit, tiens, c'est une fumeuse, je vais en profiter pour avoir le bon prétexte de fumer dans ce film-là, parce que dans la vie, je fume pas, enfin, j'essaie de pas fumer. Mais là, du coup, je lui ai demandé la première fois une cigarette qu'elle n'a pas voulu me donner. Et à force d'avoir insisté, elle me l'a lancée. Et ensuite, c'était notre complicité, donc on faisait attention d'avoir un cendrier ou un briquet, ou il faut ouvrir la fenêtre, il faut fermer la fenêtre, enfin bon, tout le... Non, mais on s'est bien amusé. Est-ce que ça existe, les battles d'actrices? Alors moi, j'en ai pas rencontré. Je peux pas dire que j'en ai rencontré. C'est plus une légende pour moi, parce qu'on a besoin les unes des autres pour que le niveau du film soit au maximum. Je pense pas que ce soit une histoire de sexe, je pense que c'est une histoire de confiance en soi. Pour tous ceux qui veulent vivre l'expérience d'une carrière d'actrice dans le cinéma, nous avons créé le premier jeu de société, MeToo. Le jeu commence par une première phase où on pioche une carte actrice et on tente de réussir de manière classique dans le monde du cinéma. Tu lances 9 dés. Si tu fais 9-6, ça veut dire que tu réussis le casting et que tu obtiens le rôle, sinon bien sûr tu restes en case chômage. Et si t'as une carte fille 2, tu vas directement en case tournage. Oui. Oh non, je suis noir. Ah mince, du coup, désolé, tu n'as accès que au rôle de banlieue. Merci. Mais console-toi, hein, t'aurais pu être grosse et auquel cas t'aurais tout simplement pas eu le droit de jouer. Plus la carrière de l'actrice progresse, plus elle gagne en popularité, mais plus elle cumule des points attouchement qui risquent de lui faire abandonner sa carrière. Oh non, ça fait 3 films que je fais avec lui, allez, attouchement. Ça va, toi t'as des rôles au moins
Le joueur va être mis face à des dilemmes et il va devoir faire des choix qui vont définir la suite de son parcours d'actrice. Raté. Vous travaillez avec un grand réalisateur qui vous agresse sexuellement, soit vous le dénoncez et êtes coupé au montage, soit vous vous taisez et avancez de 10 cases. Je peux voir qui c'est? Ok, trop connu, je me tais. Normal. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, non, là, ça vaut le coup. Et je prends 4 attouchements. C'est à Mustapha qui joue pas du coup, et c'est à moi. Ce jeu, c'est l'occasion pour tous de faire l'expérience du cinéma, de vivre de manière immersive cette culture du harcèlement sexuel. Et c'est jouable à partir de 10 ans. Carte chance. J'ai un César. Oh non, putain, tu déconnes. Du coup, je dénonce dans les médias et là, je crois que j'ai gagné. Non, il faut qu'il y ait d'autres actrices qui joignent à toi. Ah, moi je te soutiens. Ouais, mais toi on s'en fout parce que t'es pas connu. Moi en tout cas je me tais. Et moi aussi. Bah du coup, ça va sur ta cheminée, c'est à moi de jouer. Mais le temps est aussi pris en compte. Au fur et à mesure du jeu, le personnage va piocher des cartes joyeux anniversaire qui vont lui permettre de gagner en force et en caractère pour s'engager plus loin dans le combat. Mais attention, la partie s'arrête quand l'actrice atteint ses 50 ans. Émilie, on parle également du monde du cinéma pour une autre affaire cette année. Bien sûr, on parle d'Adèle Haenel. En fait, c'était une enquête qui avait été publiée début novembre par Mediapart où Adèle Haenel avait dénoncé le harcèlement sexuel qu'elle avait subi par le réalisateur Christophe Rougia. C'était entre ses 12 et ses 15 ans. Elle avait notamment eu cette formule qui restera, qui est très marquante. Les monstres, ça n'existe pas, c'est notre société, c'est nous, nos amis, nos pères. En fait, moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que cette prise de parole, elle est encore extrêmement rare dans le cinéma français. Comment ça se fait qu'on ait ce retard par rapport aux États-Unis ? Non, moi, je me suis exprimée il y a plusieurs fois. C'est différent dans le cas d'Adèle Haenel parce que c'était récurrent, c'était tous les samedis et sur plusieurs années. Tandis que quand il y a un accident, quand un metteur en scène tente quelque chose ou un producteur tente quelque chose, des gens qui ont quand même beaucoup de pouvoir sur les acteurs et actrices, à ce moment-là, disons qu'on rectifie le tir, c'est pas la même chose, quoi. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, que le public ne comprend pas forcément. Il tient à quoi ce pouvoir ? Parce qu'un acteur s'expose. Il ouvre son cœur, son esprit, il a son corps à exposer aussi. Et c'est une caméra sur soi, c'est fort. C'est comme un œil suprême, je dirais presque, une sorte de caméra qui va chercher quelque chose d'intime. Donc, prendre le risque de s'exposer, c'est formidable, mais il faut avoir derrière des gens de confiance qui vous aiment ou qui vous poussent, mais pas dans des zones qui vous détruisent. Et c'est ça qu'on attend d'un metteur en scène. C'est pas forcément un ami, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui prend soin de quelque chose de vous, de votre âme, en fait, parce que c'est une partie de son âme. C'est l'heure du pestacle. Bonsoir, ça va moi, je suis pas de bonne humeur, là. Parce que, moi, j'aime bien parler d'actu, Mounou, tu connais. Et en ce moment, les actus, c'est toujours les mêmes. Hein. Les musulmans, l'islam, le voile. Donc, du coup, moi, je vais parler des actus desquels on ne parle pas. Alors, la viande halal. Non, sérieusement, il y a eu des trucs, on est passé à côté. La France est fait éliminer en quart de finale au rugby, on n'en a pas parlé. Rouen, on a oublié Rouen. On a oublié les gens de Rouen. Un message aux gens de Rouen. Si vous voulez qu'on parle de vous, mettez du musulman dans l'histoire, parce que sinon, on va pas en parler. Non, après, comme ça, Pascal Praud, il va en parler. Lui, Pascal Praud, je l'adore. Pascal Praud, moi, je suis fan de lui. Il a un aplomb pour dire des bêtises. Je suis fan de Pascal Praud, c'est un présentateur, mais le souci de neutralité, il connaît pas. Lui, il prend parti. C'est comme si tu faisais un match de foot et l'arbitre, il met des buts. Et en plus, tu sais, il sort des folies et il justifie, mais d'une manière nulle. Tu sais, il est là, il dit « Oh, les Arabes, c'est un peu le terrorisme. » Et il voit qu'il a fait une connerie. Mais je pose la question. Et il y en avait un seul qui arrivait à le remettre à sa place. Et il est parmi nous ce soir, Clément Viktorovitch. Merci, Clément. Vraiment. Ouais, c'est un bon. Clément Viktorovitch. Et je te jure, Mouloud, la première fois que j'ai entendu Clément Viktorovitch, je me suis dit, c'est un ancien soldat russe, c'est sûr, tu vois. Après, je l'ai vu, et quand je l'ai vu, je me dis, il me donne envie de réviser. Tu vois, ce mec, lui, c'est le genre de mec, tu sais, dans ta classe, à l'époque, tu demandais les réponses pendant le contrôle, il te répondait, ouais, mais si je te donne la réponse, ça m'aide. Tu vas jamais réussir par toi-même. Tu te rappelles de lui ou pas? Et t'as bien envie de dire, mais je m'en bats les couilles de réussir par moi-même. J'ai envie de réussir par toi-même. Moi. Qu'est-ce que t'as pas compris? Tu le veux comme ami, mais pas comme ennemi. Tu sais, moi, si c'est mon ami Clément Viktorovitch, je te jure, tous mes contre-arguments, ils vont commencer par, ah ouais, t'es sûr? Je vais demander à Clément. C'est comme ça que ça se passe. Non, vraiment, vraiment. Merci Clément. Pour moi, t'es un héros. Pour moi, pour beaucoup de gens en France, Clément, c'est la bonne parole. Et c'est vrai, il est juste, il est brillant. Et c'est le seul qui peut combattre les 4 fantastiques. Ouais, Nadine Morano, Robert Ménard, Éric Zemmour et Zineb El Razou. Ouais, c'est les 4. Ouais.
Les 4 fantastiques, là, quand ils apparaissent. Et je te jure, hein. Bon, tu t'es pas étonné qu'il n'y ait pas Marine Le Pen dedans? C'est normal, elle, c'est Thanos. Elle, si on lui donne le gant, elle va claquer des doigts. Plus d'équipe de France. Elle va gagner une Coupe du Monde avec Olivier Giroud, toi, c'est compliqué. Non, je suis un banlieusard, moi aussi, Kerry James. Ouais, je suis content, j'ai vu ton film. C'est vrai. Ah, j'ai aimé. J'ai aimé. Et c'est tourné, tu sais, c'est tourné dans ma ville, je suis de Champigny, moi. C'est tourné à Champigny, bah oui. Et il y a des gens de chez moi qui jouent dedans. Moi, je joue pas dedans, Kerry. Ah, je savais pas. T'as mis des gens, des amis à moi. Des amis à moi, je vais pas dire les noms. Avocat, je vais pas dire les noms. Non, il joue dedans. J'ai passé le baf avec lui, il l'a raté et lui, il joue dedans. Non. Alors moi, Kerry James, alors comme ça, on est quitte. Ton prochain album, tu me fais une petite dédicace. Avec bon plaisir. Ouais. Avec Je veux plaisir. entendre Sparrow incarcéré, contrôle inopiné, thug life. Je veux entendre ça, ok? Je veux entendre ça. Comme ça, on est bien. Non, je vais finir avec une phrase d'un poète qui m'a marqué, moi, dans ma jeunesse, et qui m'a toujours donné la motivation. C'est banlieusard est fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Merci beaucoup, passez tous une bonne soirée. Réussir par toi-même, elle est extraordinaire. Kylian Loach sur le film Sorry We Missed You, dont le sujet est l'ubérisation, la violence invisible des géants de la techno, comme Amazon, Uber ou Deliveroo, et la naissance d'une sous-classe sociale, un nouveau prolétariat. Derrière les applications qu'on utilise tous, il y a des gens qui souffrent, et ce sont les héros de votre nouveau film. Camille. Oui, à l'initiative d'une députée de la France Insoumise, Clémentine Autain, vous êtes allée à l'Assemblée nationale en France pour montrer votre film devant des députés, mais également devant Philippe Martinez, le patron de la CGT, ou les sociologues Didier Ribon ou Geoffroy de la Guennerie, des figures de la gauche française. Projeter ce film à l'Assemblée nationale, ça a du sens en France. Est-ce que ça veut dire que ça peut être un film, un acte politique, une arme politique ? Alors, un film, ça doit toujours être complexe. Un film, ça ne doit pas être de la propagande, parce que les personnages ne sont plus vrais, on ne croit pas en ces personnages. Il faut s'impliquer et avoir un engagement du public, mais ça peut avoir des conséquences politiques, c'est ce dont on a parlé. Et oui, en effet, un film peut être un acte politique, et c'est un honneur, c'était un honneur pour moi, pour nous tous, d'avoir pu le montrer. C'était une déclaration, une prise de position politique et une exigence, une réclamation politique, car nous devons être plus agressifs dans nos réclamations. Nous devons dire que ce genre de choses ne sont pas tolérables, inacceptables. Jeanne Balibar, vous jouez dans Les Misérables, commissaire de police de Lajli. On regarde juste un extrait. Sachez que moi, je n'encourage jamais aucun comportement inapproprié. Est-ce que vous me comprenez? Oui, complètement. Bien. J'en appelle à votre sens du devoir, brigadier Ruiz, à votre esprit d'équipe, de la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. Et sans équipe, on est seul. Face à... Qu'est-ce que vous diriez, Chris? La brutalité du monde qui nous entoure. Oh. Eh ben voilà qui est bien formulé. Avec Alexis Mananti. C'est incroyable ce qui se passe autour de ce film. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai tourné ça juste après avoir terminé notre tournage. Et je me souviens très bien que je suis allée sur le tournage, je me souviens très bien du décor, je me souviens très bien de tout. Sauf que, après, il m'a appelé au moment du montage et il m'a dit « Dis donc, ta scène est vraiment géniale, elle est vraiment super et tout. » Il me souvenait, mais absolument plus de ce que j'avais joué. J'étais tellement claquée, je dis « Oui, je sais, j'ai fait une scène chez toi, mais c'était quoi cette scène déjà ?» Et c'est seulement quand j'ai vu la bande-annonce que ça m'est revenu. Aujourd'hui, le film va représenter la France aux Oscars. Ouais, ouais. Ça dit quoi que ça soit Les Misérables qui représentent la France aux Oscars? Ben, ça en dit long, non? C'est tellement paradoxal. Ça rend fou, en fait. Comment on peut jeter de l'opprobre sur une population en France en ce moment et puis se servir globalement de cette population pour la représenter aux Oscars? Ça rend fou. Est-ce que tu sais à quel point c'est important aujourd'hui la haine pour toutes ces générations? Écoute, moi je sais, et pour moi, t'imagines? Mais Et moi, oui, j'ai compris que le truc, de toute façon, quand un film
reste à travers le temps comme ça, ça a dû toucher quelque chose de particulier. Ce qui est intéressant, c'est de voir le regard des mecs les plus jeunes aujourd'hui qui découvrent le film. Ça me fascine. Ouais, j'ai la haine, mais je souris. Toi, tu dis mon frère, mais tu me laisses dans la merde. Comprends le fou rire. Et puis maintenant, on se dit que tout était mieux avant. Et je me rappelle toutes ces années de galère posées sur ce banc. Ouais, j'ai la haine, mais je souris. Toi, tu dis mon frère, mais tu me laisses dans la merde. Comprends le fou rire. Et puis maintenant, on se dit que tout était mieux avant. Et je me rappelle toutes ces années de galère posées sur ce banc. Je fais le dingue, j'ai mon flingue, benga benga. Un 8-5 dans mon cœur, dans ma tête c'est les benga. Mon frère m'a dit va jusqu'au bout, tac tac des